Marion va nous rejoindre aussi parce on aura un moment des questions. Voilà, elle a son jingle à elle. Jean-Jacques, donc à ma gauche, Alban au centre, et puis Marion qui est avec nous, donc Alban, cofondateur de Another, Jean-Jacques, directeur innovation Bretagne Pays de Loire chez Orange. On va parler de cyber-résilience des entreprises, cybersécurité, donc préparez vos questions à chacun d'entre eux. Jean-Jacques, juste un mot pour nous dire ton rôle, parce que direction de l'innovation Bretagne Pays de Loire. Voilà, on sait qu'on innove beaucoup, on a beaucoup de centres à Rennes, Lannion historiquement, voilà, dans les télécoms. Mais voilà, l'innovation, Bretagne Pays de Loire, Orange, c'est quoi ? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation à l'équipe du West Web. Eh bien moi, je suis le territorial de l'étape, on va dire. Territorial un peu élargi avec les Pays de Loire, mais je suis en charge de maximiser l'innovation entre le groupe Orange dans son ensemble, qui est une grande machine. On a vu ce matin avec Jean-Louis les câbles sous-marins. D'ailleurs, on a vu quelques points intéressants ce midi avec des startups du territoire, typiquement. Donc, c'est tout l'écosystème des pôles de compétitivité, des French Tech, des startups et les entreprises aussi. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de maximiser les interactions entre le groupe et le groupe Orange qui soit oui, et tu en charge aussi l'open innovation d'Orange, c'est ça, et puis l'open innovation. Oui, bien sûr. Dans la partie open innovation, c'est justement dans l'interaction avec les startups. L'enjeu, c'est que on est un acteur du numérique bien implanté. C'est qu'on soit aussi capable d'aller chercher des solutions, des choses qu'on fera pas nous-mêmes, avec des startups du territoire. Et mon rôle à moi, c'est qu'elles soient de l'Ouest. Voilà. Donc, ce que j'appelle l'Ouest, c'est Bretagne, Pays de Loire. Donc, c'est le pitch le plus court, c'est West First. Voilà. Eh bien, West First, c'est aussi c'est l'idée de départ aussi d'Alban et de son compère Philippe Luc, parce que entreprise montée à Rennes, Another 2019, c'est ça ? Exactement. Et alors, avec deux profils un peu atypiques. Toi, tu es un ancien agent du renseignement. Oui, c'est ce qui paraît. Ouais. Voilà, ça t'est arrivé à une époque. Et Philippe, lui, a quel parcours ? Lui, il était directeur commercial d'un grand groupe d'assurance. Et alors, qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup de lancer cette idée ? Alors, l'idée, on le rappelle, à Another Way, c'est l'analyse de données exposées sur le web. Vous allez voir, il y a une étude très intéressante. Alban, on va en reparler dans un instant. Savoir ce qu'il est fait de nos adresses mail, de toutes nos emails. On en a parlé un peu ce matin. L'idée, elle est venue comment ? Pendant que j'étais dans les services de renseignement. Enfin, apparemment. Non, mais dans les années 2000, j'ai vu l'avènement aussi des copains d'avant pour les plus anciens d'entre nous, ou les Viadeo, ou Viaduc, ou LinkedIn et Facebook. Et je voyais que tout le monde mettait sa vie sur ces réseaux sociaux. Alors, c'était une opportunité, bien sûr, dans un certain sens, mais également aussi un risque pour d'autres quand on veut se défendre et quand on veut défendre des entreprises. Et puis maintenant, on parle de fuite de données, etc. Et l'idée, Philippe travaillait dans les assurances avec aussi l'IA, etc. Il dit, mais pourquoi, en fin de compte, toute ta méthodologie, on ne l'automatiserait pas pour faire un logiciel qui permet à tout à chacun de savoir ce que l'on voit de lui, d'être alerté et de savoir comment maîtriser au mieux son exposition pour réduire le risque de toutes les manipulations humaines que l'on voit actuellement. Alors justement, on va revenir sur cette étude-là qui a été faite sur les risques cyberhumains en Bretagne. En Bretagne, on juge bien, et tu vas nous expliquer ça dans un instant. Jean-Jacques, juste un mot, justement, on va rester sur la région Bretagne, la maturité des entreprises en termes de cyber aujourd'hui. Alors on a vu un témoignage il y a 2-3 ans d'Emmanuel Cadiou, société à Locronan, qui fait les portes-fenêtres, qui nous avait raconté une cyberattaque qui aujourd'hui est un peu monnaie courante, malheureusement, mais qui avait failli carrément couler la boîte. Elle nous avait expliqué ça en détail. Et aujourd'hui, 3 ans après, est-ce que les entreprises, elles sont au courant, elles agissent. Comment tu vois leur maturité ? Après, nous, on a une vision assez précise. On est très, très implanté en Bretagne, Orange. On est un groupe coloré, mais on est sans doute le plus Gwenadu du CAC 40 quand même. Donc, on est très implanté, que ce soit par les équipes réseau et les équipes cyber. On a Orange Cyberdéfense à Rennes en particulier. Donc, on a vraiment une vue assez détaillée de ce qui se passe. Moi, j'ai retenu trois informations intéressantes sur ce qu'on sait des entreprises en Bretagne. Alors déjà, les grandes entreprises, elles sont maintenant organisées autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a un RSSI ou une fonction RSSI qui est en charge et qui a une vraie visibilité au niveau des comités de direction et qui a vraiment une présence. Et donc, il y a une vraie légitimité
de ce sujet de la cybersécurité dans les grandes entreprises. Donc, elles sont toutes aujourd'hui organisées autour de ça, plus ou moins bien. Alors après, quand il y a des attaques, évidemment, c'est quand même très impactant, hein. Il y a eu dans la journée, aujourd'hui, dans les intervenants, des entreprises qu'on a accompagnées, des grosses entreprises qu'on a accompagnées. Voilà, je ne donnerai pas de nom. Après, au niveau le sujet aujourd'hui qu'on a, et moi et mes collègues, on intervient régulièrement avec l'ANSSI, avec les gendarmeries, auprès des chambres consulaires, des chambres des métiers de l'artisanat, des CCI, auprès des associations, des maires aussi, parce que les collectivités locales, en plus ce sont nos données de citoyens là pour le coup, sont très concernés, et certains semblent vraiment extrêmement surpris encore. Donc en termes de chiffres, moi les 3 chiffres que je peux vous donner aujourd'hui, c'est qu'on estime qu'il y a à peu près 2/3 des entreprises, donc y compris les collectivités, hein, en Bretagne, qui ont embarqué la cybersécurité comme un enjeu majeur. Alors embarquer, ça veut dire que ça commence par de la sensibilisation, voire de la formation. On a aujourd'hui moins de la moitié des entreprises bretonnes qui ont réalisé un audit. Donc l'audit, c'est un peu le point de départ, c'est savoir où on en est. Donc il y a encore du chemin. Et dans les statistiques qu'on a pu obtenir, il y a à peu près 1/3 des entreprises bretonnes qui ont quand même subi une attaque plus ou moins impactante. Et ça va jusqu'à des grands centres hospitaliers, hein, de la capitale bretonne, voilà, par exemple, qui en étaient quand même à aller chercher les rouleaux de fax au grenier, parce qu'il n'y avait plus que le fax qui marche, donc il y a encore du cuivre dans les réseaux. Donc voilà, donc 2/3 ont embarqué la cyber, à peu près la moitié, un peu moins, ont vraiment réalisé, savent d'où ils partent. Et sachant que voilà, ça concerne tout le monde. Ouais. Donc il y a encore du travail. Hein. Et aujourd'hui, juste un mot, ça concerne tout le monde. Et pour parler du contexte géopolitique, le fait que les Russes soient plutôt bons dans ce domaine de hacker, ce que peut repérer quand même Orange, les SOC d'Orange, c'est que ça vient beaucoup de... Bon, on parle des Chinois, Corée du Nord, mais ça vient beaucoup de Russie quand même. Oui. Puis c'est ce qu'on indique, hein, aux gens qu'on rencontre. Alors, soit c'est très ciblé quand on attaque un CHU, c'est une vraie volonté. C'est horrible d'ailleurs. Hein. C'est souvent aussi de l'arrosage. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans la cible un peu massive. Et là, pas de chance, vous étiez attaquable, donc vous êtes attaqué. Donc, c'est effectivement, et ça vient beaucoup effectivement de certains pays plus à l'est, on va dire. Ça, c'est certain. Ouais. On a aujourd'hui, nous-mêmes, hein, on est attaqués. Hein, c'est-à-dire que c'est des milliers de fois par jour. Hein, voilà, le jour où Orange se fait attaquer, et ça arrivera, c'est déjà arrivé à des opérateurs. Hein, eh bien, voilà, ça fait la une du 20h, donc ça intéresse. Oui, non, parce que moi, je ne sais pas, Marion, ce que tu en as pensé. Il y a Thierry Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées, qui a fait un discours, une conférence de presse la semaine dernière. Pour moi, ça aurait dû être un électrochoc pour les entreprises, parce qu'il a dit évidemment tous les aspects physiques, mais il a parlé de la cyber. Il a dit, mais la cyber, vous vous rendez pas compte, on est dedans. Et je trouve que ça n'a pas été tellement repris. Là, j'aurais aimé une parole de l'ANSSI plus forte. Enfin, je ne sais pas si tu as marqué ce... J'ai pas de micro. Merci, c'est gentil. Mais je sais pas comment on l'allume. On verra après. Je vous le repasserai. Non, mais c'est vrai que le cyber, c'est ce qu'on appelle le 6e continent. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui, et tout le monde maintenant, je pense que vous avez tous entendu parler de la guerre hybride, ce qu'on appelle la guerre hybride, qui est la guerre informationnelle dans le champ cyber. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'attaques, mais aussi de coups d'aiguille sur ce champ-là, parce que c'est le plus transparent, c'est le plus malin, c'est celui qui rapporte de l'argent, c'est celui qui est... Parce qu'il y a effectivement pour beaucoup d'entreprises malveillantes, et je dis bien entreprises, qu'elles soient étatiques ou des boîtes, des petits hackers coincés planqués dans leur coin, c'est hyper juteux comme marché. Donc il y a une espèce de mixité, de jointure entre... et on ne voit pas que ça chez les Russes, entre le business, les hackers qui font du phishing mail ou d'autres types d'attaques, et puis des attaques étatiques qui viennent déstabiliser et qui se servent beaucoup d'ailleurs de ces hackers. Mais c'est bien aussi la musique. On est là pour écouter la musique aussi. C'est ce qu'on appelle une attaque cyber. Voilà. Peut-être une attaque Mais cyber. c'est vrai que sur les armées, il y a quand même... Alors, je suis d'accord avec toi, ça inonde pas tous les services, c'est une question de culture, peut-être. Enfin, je parlais pas que des armées. Hein. Je disais, il a vraiment lancé... Enfin, écoutez-le, hein, sa conf, elle est sur YouTube, je crois, de Thierry Burkhardt. Et c'est le cri... sans être anxiogène et tout ça. Je trouve qu'il avait les bons mots, mais je trouve que justement, ça aurait été le bon moment pour l'ANSSI, pour tout un tas de gens autour de la cyber, d'aller revoir les entreprises, de leur dire, regardez, il y a le chef des armées qui dit ça, et je trouve que là, on s'en est pas totalement
justement emparer sur ce niveau-là? En fait, c'est fait, mais c'est assez discret. Ouais. C'est un monde assez discret quand même. Hein. C'est pas. Justement. C'est pas. Peut-être trop, mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'actions des entreprises de la cyber, que ce soit Alban ou nous, avec Orange Cyberdéfense. On va beaucoup vers ces gens-là pour justement pour qu'ils aient conscience de tout ça. On leur indique le risque qu'ils prennent. Hein. Aujourd'hui, une PME qui est attaquée, elle a 60% de chances de jamais s'en remettre. Mais justement, en faisant du bruit, ça ferait du bruit pour les autres qui sont justement la moitié qui n'investissent pas assez. Alors, je voudrais revenir sur cette étude dont je viens de parler avec Alban, donc Another Way, qui vient de sortir une étude sur le risque cyberhumain. Les métiers, raconte-nous exactement ce que vous avez fait, parce que c'est assez passionnant. Alors, évidemment, l'étude, on peut pour ceux qui la veulent, oui, elle est téléchargeable sur notre site anotherway.com et bien sûr sur LinkedIn, vous retrouverez les liens. Elle est faite en collaboration avec Brest Cyber. Brest Cyber, c'est le CERT breton, en gros. On a inclus aussi Nantes et les Pays de la Loire qui souhaitaient être aussi inclus dans cette étude. Donc une étude qui a rassemblé près de 18 000 collaborateurs d'entreprises diverses et variées de 14 secteurs d'activité. Et ce n'est pas un questionnaire, c'est qu'on a fait tourner nos outils avec leur consentement pour voir quelle était leur exposition. Qu'est-ce qu'on pouvait voir de l'usage qu'ils en faisaient du cyber, l'usage qu'on fait du cyber, c'est-à-dire quelles sont vos données, qu'ils circulent et comment on vous met à risque. Plus de 80% des attaques passent par l'humain, il faut le savoir. C'est les fraudes aux faux conseillers, on parle des fraudes Tunéo par exemple, ou d'autres attaques, les phishing, etc., tout ce que vous pouvez subir au quotidien. Donc il s'avère qu'on a fait cette étude et on l'a fait par secteur d'activité et surtout par métier. Ça, c'était assez révélateur. Les métiers les plus à risque et les plus exposés de par aussi leur usage au quotidien sont les métiers de la communication et du marketing. Plus d'un quart d'entre eux sont à très haut risque, parce qu'ils utilisent leur email professionnel sur des sites tiers aussi. On a une vraie porosité sur leur vie personnelle également. En deuxième position, pour 20% d'entre eux à très haut risque sont les dirigeants. Pareil, une vraie porosité entre l'utilisation qu'ils ont de leur vie pro et perso. On parlait beaucoup aussi de homejacking, on parle beaucoup aussi de capturer des dirigeants de crypto-monnaies, etc. On a énormément d'informations sur ces personnes-là. Et puis en troisième position, pas très loin des dirigeants, je vous mets dans le mille, les métiers de la sécurité informatique, qui utilisent très bien leur exposition professionnelle, mais quand on va dans leur sphère perso, quand on arrive à faire ce rebond comme un hacker pourrait le faire, c'est un peu la fête à neuneux, ils se pensent un peu supérieurs aux autres, et là c'est une vraie catastrophe. Donc c'est aller regarder, c'est prendre une adresse, dire tiens, est-ce que mon adresse pro elle est facilement reconstituable, parce qu'on en a vu 2-3 traîner, on se dit tiens, c'est la lettre du prénom, le nom, et après derrière on va voir voilà. Est-ce que cette adresse a été utilisée sur par exemple sites, sur LinkedIn, on trouve Alban Andrejek, on dit tiens, son adresse mail ça serait peut-être celle-ci. Par le nombre de données, faut voir que là par exemple par semaine, les infos stealers, vous savez, c'est des petits virus qui vont voler votre historique de navigation avec vos emails ou le site où vous avez été consulté, puis le mot de passe. On observe presque 2 milliards de lignes par semaine. Là, les deux plus grosses fuites des dernières semaines qui ont été très médiatisées par un opérateur de télécommunication qui n'est pas Orange, et puis d'autres, c'est 31 millions de Français impactés. Et je ne parle pas que des mots de passe, je parle de vos adresses physiques, de vos immatriculations de véhicules, etc., etc. Donc tout cela fait qu'il y a une vraie manne pour les cyberattaquants qui ne sont pas forcément qu'étatiques, je vous rejoins, pour professionnaliser, revendre ces données, les utiliser ou faire passer pour votre faux conseiller, pour qu'importe, et vous avoir et vous berner. Et puis utiliser l'IA pour consolider tout ça. Voilà. Oui, je crois qu'on allait en parler, mais en effet, l'IA dans les attaques ou comme dans la défense, mais bien évidemment, quand vous avez un jeu de données colossal comme celui-ci, vous entraînez des IA pour mieux vous avoir, pour mieux vous manipuler. Tiens, voilà les données de cette personne, dis-moi comment j'ai le plus de chances de l'avoir. Thierry Burkhardt parlait de désinformation, donc on peut faire de la désinformation, mais également de la manipulation, le meilleur phishing qui soit, on va trouver votre centre d'intérêt, etc., puis vous allez plonger dedans. Voilà. Ce qu'on appelle le spear phishing, en fait, c'est très ciblé. Ouais. Alors justement, les bonnes pratiques, Jean-Jacques, pour essayer sur lesquelles doivent insister les entreprises pour être un peu plus cyber-résilientes, on va dire. Alors nous, effectivement, quand on s'adresse aux plus petites, parce que je vous dis les plus grandes sont déjà organisées, on commence assez souvent par tout simplement... parce que l'idée, c'est pas de leur faire peur. Après, on leur explique un peu où ça en est. On leur dit aussi, maintenant, vous
pouvez plus dire que vous savez pas. Voilà, il y a ça aussi, hein, c'est parce qu'on peut aussi ne pas vouloir voir cette vérité. Hein. Donc on commence par parler des mots de passe, par exemple. Donc les mots de passe, c'est un mot de passe, ça doit être complexe, ça doit être personnel. Voilà, donc on donne on va jusqu'à donner des trucs et astuces. Alors moi je leur dis, moi dans mes mots de passe, il y a systématiquement du breton. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué à craquer quand même. Donc, avec l'IA, ça sera plus simple peut-être. Je sais pas parce que le breton, ça reste compliqué à écrire. Et donc, et puis chacun a son breton. Donc, t'as donné trop d'indices sur ton mot de passe maintenant. Alors tout le monde va essayer de le craquer. Ah bah vas-y. Il y a même du breton. Il y a même du breton qui n'existe pas. Alors vas-y, bonne chance. Hein. Et donc voilà. Donc les bonnes pratiques, moi j'en retiens en fait 2. Hein, c'est se préparer parce que de toute façon ça arrivera. Donc, par expérience, hein, pour avoir travaillé... Sauvegarde. Non, mais se préparer même au niveau individuel. Hein, il parle beaucoup de l'humain. Alban, évidemment, c'est au cœur de la machine. Hein, on dit souvent que le problème est entre le siège et le clavier. Hein, mais c'est préparer une cellule de crise fictive. Prendre une journée avec l'ensemble des équipes. Préparer une salle. Imprimer peut-être dans un coffre les documents essentiels de l'entreprise mis à jour un peu régulièrement ou sur des choses non raccordées au réseau. Avoir un plan de communication. Avoir une imprimante non raccordée au réseau, alors quelque chose qui fait que le jour où ça arrivera, eh bien on sera un peu organisé autour de ça parce que ça arrivera. Donc ça c'est le avant. Et effectivement, quand ça arrive, eh bien les bonnes pratiques, les plus avoir les bons contacts. Hein, je reparle de la société bretonne l'autre jour. Ils ne savaient pas qui appeler. Hein. C'est arrivé un 14 juillet. Voilà. Ils disaient, il y en a un qui avait un copain chez Thales qui savait que... Ça fait partie des préparations, avoir les bons contacts. Et après, le jour où ça arrive, eh bien, on débranche le réseau. Le LAN, le WAN, on débranche les routeurs, on garde les machines allumées, parce que quand les machines sont allumées, ce sera beaucoup plus facile, de toute façon, elles ne diffusent plus, hein, pour les experts derrière de comprendre ce qui se passe et l'ampleur des dégâts, potentiellement. Et puis, on informe, dans les 72 heures, on informe la gendarmerie, on informe son assurance, et puis on communique en interne, en externe. On contacte le CECIRT Bretagne, par exemple, aussi, qui va pouvoir vous accompagner. Alors, je fais la promotion du CECIRT, d'ailleurs, Another Way est référencé dessus. Donc voilà, on a déjà ces quelques pistes. Donc c'est préparer l'avant et le jour J. De toute façon, ce sera la panade, hein, ce sera le bazar. Donc, mais au moins, on est un petit peu plus serein. Oui, et puis renforcer je rajoute aussi renforcer l'esprit d'équipe, parce que moi j'ai vu des entreprises très importantes où le RSSI tombait en burn-out, hein, mais véridique quoi, tellement il y a eu des histoires un peu dramatiques, et donc ça aussi c'est assez important, savoir qui communique, qui s'occupe de réparer tout ça. Si on regarde l'aspect plus personnel, comment on réduit son exposition? Il ne s'agit pas de se retirer des réseaux à tout prix, parce que déjà c'est trop tard pour certains, mais comment faire? Déjà, en effet, les entreprises, je reviens juste sur un sujet, il y a de plus en plus de maturité cyber sur les entreprises, les grands groupes sont armés, il y a des RSSI, des équipes sécurité, mais quand on parle des ETI, surtout les PME, qui sont quand même le plus grand tissu industriel en France, sont très peu armés quand même. Et c'est vrai que quand nous on n'essaie pas de les éduquer à la cyber. En fait, c'est un peu comme votre médecin qui commence à te faire des cours de médecine, tu t'en fiches, tu veux juste être soigné. Nous, on essaie de dire comment vous pouvez utiliser encore le digital de façon sereine, tout simplement, avec le moins de risques possible, pas de vous enlever de ce digital. Et on s'adresse surtout aux dirigeants et aux COMEX. Et on voit que c'est rien de technique, ils voient qu'ils comprennent, ils voient qu'ils s'emparent du sujet, pour eux et pour leur famille, parce que c'est un discours, en fin de compte, assez simple. Ils comprennent, donc on leur fournit des outils pour savoir au quotidien ce que l'on voit d'eux, quels peuvent être leurs risques et comment ils peuvent se corriger. Et ce discours, mine de rien, ils peuvent le comprendre, ils peuvent le porter dans l'entreprise sans forcément d'équipe sécurité et être évangélisateur sur l'entreprise. C'est ça qui est important, il faut vraiment inclure le dirigeant dans c'est un nouveau risque pour votre entreprise et votre impact. Tu le disais tout à l'heure, une PME qui est touchée, elle a de grandes difficultés à s'en remettre derrière. Donc il faut vraiment que les dirigeants prennent conscience de ça, et des outils existent, alors, certes comme les nôtres, mais peu importe, c'est des outils existent pour savoir où vous en êtes. Et arrêtons la sensibilisation, là, je vous dis, on va faire une sensibilisation, vous savez, mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, on se retrouve à 16h, on va voir le nombre de personnes qui vont quand même se jeter sur les petits fours. Il faut diagnostiquer, quand je dis, tiens, il y a tel ou tel métier qui est plus à risque sur ça, autant aller vers une sensibilisation plus spécifique. Quand je vous dis, voilà, c'est ce données-là, Frédéric, c'est plutôt ce sujet-là, tiens Jean-Jacques, on a pu avoir ton mot de passe en breton, etc., change-le, c'est ce diagnostic. Si je vous donne votre prise de sang au quotidien, si je vous dis, vous n'avez pas de sucre, allez-y,
bah, c'est cool. À un moment donné, attention, il y a un peu de sucre, prenez plutôt autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a des outils qui existent maintenant pour ça. Il faut qu'on prenne conscience, et c'est pas que technique, c'est vraiment une prise en compte sur le dirigeant. Très rapidement, pour rester dans les temps, Marion. Oui, moi je trouve qu'il y a c'est un sujet qui me fâche un peu, pour être honnête, parce que je trouve qu'on a beaucoup poussé, et moi j'en ai été une des actrices en tant que journaliste sur la digitalisation de l'économie, sans vraiment préparer la France à ça. Et je trouve qu'il y a quand même une responsabilité, je trouve, de la part des pouvoirs publics qui ont beaucoup poussé pour la digitalisation à toute vitesse, sans dire qu'il y avait une dualité, sans dire qu'il y avait une vulnérabilité du digital. Et je trouve quand même un petit peu dommage, et je suis désolée, je le dis ici parce que j'ai eu la chance quand tu me poses la question. Je trouve que c'est un peu le moment aussi de dire bon, il faut pas être naïf. On a quand même aujourd'hui effectivement une économie toute digitalisée, de plus en plus. L'IA va accélérer énormément de nouveaux usages. Donc c'est le moment peut-être de faire une réelle pédagogie ou de la refaire, parce qu'il y a beaucoup de PME et TPE en France qui, c'est pas parce qu'elles n'ont pas compris le sujet de la cyber-résilience, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, elles ne savent pas comment le prendre. Et donc, c'est effectivement de faire une pédagogie, mais sérieuse. Et elle va notamment de la pédagogie par les mots, par les actes, par les fondamentaux. Tu disais sur le mot de passe, c'est évidemment quelque chose à rappeler tout le temps, toujours. Mais c'est aussi de choisir les bons acteurs. Moi, je comprends toujours pas que l'État ne fasse pas la promotion de cette magnifique association qui a maintenant, je crois, plus de 15 ou 20 ans, qui s'appelle Framatome, qui édite des suites logicielles qui sont extraordinaires, qui marche très bien. Ils viennent de lancer PeerTube. Je vous invite à le consulter. C'est aussi fort, aussi puissant que YouTube. On peut héberger ces vidéos. C'est en open source. On peut moduler ces softs. Je comprends pas qu'aujourd'hui, ou alors c'est un gros business, et tant mieux peut-être, mais je comprends pas ce décalage entre le discours de la toute digitalisation et le fait de réparer les bêtises qui vont avec. C'est ce que je disais un peu sur Thierry Bucart. Moi, j'aurais foncé dessus en ce qui sort là. J'aurais tout de suite. Alors, évidemment, il y a d'autres actualités, mais en tout cas sur la partie tech, j'aurais été l'ANSSI, j'aurais été les campus cyber, tout ça, j'aurais bondi là-dessus. Bon, ça ne s'est pas fait. Si je peux me permettre, juste parce que la technique et la sécurité, c'est souvent par des ingénieurs, par des techniciens. On parlait très technique et on considérait que l'humain, c'était on ne peut pas lui parler, de toute façon, c'est le camp qu'on s'en fiche. Et là, en effet, il faut recentrer sur l'humain, il faut vraiment une vraie pédagogie et des efforts. Et ce n'est pas forcément des acteurs très techniques qui savent faire et qui savent parler à l'humain. Et alors j'aurais voulu qu'on parle d'IA, mais on est trop court. Juste un tout dernier mot. Pourquoi il faut soutenir alors nos euros, et oui, mais on a parlé souveraineté ce matin. C'est important aussi. Hein. On a un très beau panel d'entreprises françaises, qu'elles soient importantes, Orange Cyberdéfense, qu'elles soient plus petites, des nos euros, mais il y en a encore des plus petites. On en a en Bretagne. Pourquoi c'est important de soutenir aussi cette filière souveraine cybersécurité française ? Déjà, on a des fortes compétences, mais qui sont assez dispersés dans plein de startups, dans plein d'entreprises différentes. Et ça fait une force, parce qu'on a plein de compétences en France, mais c'est notre faiblesse aussi, c'est que c'est plein de petites entités. Et ces entités, à un bout de crise, des investisseurs qui sont moins là, parce qu'il y a encore cette crise économique ou autre, on en perd 3/4. Et on est très fort pour avoir fait des subventions, pour avoir créé cette French Tech Nation, etc. Mais maintenant, on a un vrai besoin de pouvoir se consolider, de pouvoir avoir des vraies commandes, de pouvoir faire en sorte que des grands groupes ou même l'État n'achètent pas forcément les grands acteurs américains, mais fassent confiance jusqu'au bout aux entreprises qu'elles ont soutenues, sur lesquelles elles ont mis nos impôts pour subventionner. Donc c'est bien d'aller jusqu'au bout et de croire en ces entreprises pour soutenir cela, parce que sinon, on en voit de plus en plus revendus à droite à gauche ou hors Europe, et ce sont toutes ces compétences, voire même, rappelons-nous, Vadesecure qui devait être revendu à des Américains, on n'a pas voulu, ils ont été revendus à des Allemands, les Allemands sont repartis chez les Américains. Voilà, et ça continue pour d'autres en ce moment, et c'est un très rapidement, Jean-Jacques. Oui, c'est valable pour les grands groupes aussi. Hein. Aujourd'hui, on parlait de souveraineté ce matin. Alors, et la cyber, le cloud. Aujourd'hui, nous, on est Secnum Cloud avec l'ANSSI aussi. Donc, c'est l'ensemble de l'écosystème numérique qui peut aussi être porté par des grands groupes comme Orange, en l'occurrence, ouais. Voilà, merci à tous les trois. On va enchaîner avec...